Bonjour à toutes et tous, voici donc mon top 10 de romans de fantasy version 2024 parce que j'en avais fait un il y a 2-3 ans. Il a bien plu, c'est la vidéo la plus regardée sur cette chaîne et surtout quand je l'ai regardé il y a pas longtemps, je me suis dit que peut-être je pourrais le mettre à jour parce que en 2-3 ans j'en ai lu des nouveaux et j'avais envie de vous présenter donc 10 nouveaux livres de fantasy qui m'ont beaucoup plu. Alors j'ai pas mis dedans ce que j'avais mis forcément dans la première vidéo, d'ailleurs je vous encourage si vous l'avez pas vu à aller la voir, j'essaierai de mettre une fiche ici si je suis pas trop bête et que je ne l'oublie pas. Peut-être que je m'avance un peu trop. Et donc, où est-ce que j'en étais? Ça y est, j'ai déjà tout perdu. Oui, non. One eternity later. Oui, ça y est, c'est revenu. Je voulais dire que je n'ai pas mis les gros classiques type Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Alors Harry Potter fantasy ou fantastique, c'est le gros débat. J'ai pas mis ces gros classiques parce qu'ils sont très connus. Moi, le but de ce genre de vidéo, c'est de vous faire connaître des romans beaucoup moins mainstream pour que vous puissiez piocher dedans et donc découvrir de nouvelles lectures. Voilà. Juste avant que la vidéo démarre, 10 secondes juste pour vous rappeler que si vous écrivez que vous avez un manuscrit que vous voulez envoyer aux éditeurs, j'ai fait un cours gratuit, c'est tout en haut dans la description. C'est complètement gratuit, dedans c'est un cours de 45 minutes où je vous explique comment optimiser l'envoi de votre manuscrit à des éditeurs et je vous partage dedans synopsis, lettre d'intention, fiche projet. Voilà, tout est gratuit, c'est en bas dans la description. Alors, on va commencer avec la trilogie de l'Empire. Alors c'est une trilogie qui est rédigée en collaboration, donc c'est à 4 mains, donc avec Raymond Feist et Jenny Wirtz. Je sais pas si c'est sa femme, après on s'en fiche un petit peu, vous allez me dire. Donc c'est de la fantasy inspirée du Japon médiéval. Et cette histoire relate l'ascension donc vers le pouvoir de Mara, qui est une jeune fille qui est membre de la maison Akoma. Donc l'histoire va se dérouler en parallèle avec l'univers fictif de Midkemia qui a été créé par Feist dans une série annexe qui s'appelle Les Chroniques de Krondor. Si vous connaissez pas, c'est peut-être que vous avez vu passer Pug le Magicien, voilà c'est dedans. Et perso, moi j'ai préféré la trilogie de l'Empire à Pug le Magicien, d'où sa présence aujourd'hui donc dans ce top. Donc dans la trilogie de l'Empire, le père et le frère de Mara, donc de la maison Akoma, trouvent la mort suite à une trahison orchestrée par une maison qui s'appelle la maison Winwanabi, voilà. Et donc les guerriers Akoma survivants se rendent très vite au temple pour chercher Mara, qui se préparait à entrer dans les ordres religieux. Et au tout dernier moment, son destin change et elle se retrouve à la tête d'un clan qui était autrefois très puissant mais qui se retrouve aujourd'hui affaibli et menacé par de puissants ennemis. Donc pour assurer la survie de sa maison, Mara va adopter des solutions qui sont vraiment peu conventionnelles. Elle va vraiment s'écarter des règles strictes de la tradition qui régissent l'Empire, je sais plus comment il s'appelle, ça a un nom à coucher dehors. Ainsi, pour reconstruire les rangs décimés de son armée, elle va recruter des guerriers gris, c'est des soldats qui sont déshonorés, c'est des ronins en fait, qui traditionnellement, quand ils sont bannis d'une maison, ils sont tellement déshonorés qu'ils ne peuvent plus revenir dans une autre. Et Mara va aussi faire alliance avec des guerriers insectoïdes, des Shoja, qui acceptent d'installer leur fourmilière sur les terres Akoma. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la trilogie de l'Empire, c'est que c'est vraiment passionnant. On a dans toute cette trilogie la montée du clan Akoma, qui va vraiment slalomer entre les intrigues politiques et avec une tradition à la japonaise qui est vraiment ici poussée à son extrême. Je vous recommande donc la trilogie de l'Empire. Ensuite, Déraciné. Alors ici c'est un one-shot, c'est un roman de fantasy de l'écrivaine américaine Naomi Novik. Et dans Déraciné, l'histoire se déroule dans un monde qui est donc, principalement polaire, il me semble que ça se passe que en hiver sous la neige, et qui est centré sur un village qui est entouré de forêts, et dans la forêt, il y a des créatures maléfiques qui attaquent quotidiennement les villageois. Heureusement, donc la population est protégée par le dragon. C'est pas un dragon, mais c'est un magicien. Oui, c'est donné un nom plutôt badass. Et il est tout en haut de sa tour. Et en échange de ses services, le dragon exige un tribut qui est, on va pas se cacher, qui est assez important. C'est que à chaque génération, il y a une fille, je crois que c'est peut-être la plus belle, qui doit en fait monter dans sa tour avec lui. Et là, vous êtes en train de vous dire, ah ah, le cochon. Non, c'est pas ce que vous pensez. C'est un peu plus sérieux, mais je me souviens plus si c'est vraiment la beauté qui fait que c'est elle qui doit y aller. Je m'en rappelle plus, il doit y avoir peut-être d'autres talents qui font que la personne choisie doit y aller. Mais en tout cas c'est sûr c'est une fille, c'est pas un homme, il veut que des filles. Surtout qu'à chaque fois la fille qui est devenue l'assistante du magicien ressort quelques années plus tard parce qu'elle est devenue entre guillemets trop vieille, elle ressort et elle est vouée à être une grande magicienne dans la cour plus loin. Donc c'est plutôt un honneur et c'est plutôt bien vu de partir là-bas. Et l'héroïne qui est clairement pas celle du tout qui est pressentie, tout le monde est d'accord que ça va être
une autre, je ne me rappelle plus du nom, hein, mais qui doit être choisie, et au moment de l'annonce, bah non, c'est l'héroïne qui doit y aller, et personne ne comprend pourquoi, et elle non plus. Donc c'était vraiment sympa, j'ai bien aimé l'ambiance polaire, j'ai bien aimé aussi l'interaction qu'il y a entre l'héroïne et le magicien, c'est très sympa. Et par contre, moi qui suis assez friande de système de magie, bon là c'est pas un gros aspect négatif, mais il n'y a rien d'original dans ce système de magie, voilà, c'est pas ce qui m'a fait vibrer le plus. En tout cas, c'était vraiment une chouette lecture, ça se lit vraiment vite, et le fait que ce soit un seul tome, c'est plutôt bienvenu quand on a des séries de fantasy qui sont méga grosses, ou alors des gros pavés. Et d'ailleurs, en parlant de pavés, on va parler du numéro 8, on va parler donc du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Alors ici on a de la fantaisie avec plusieurs inspirations. Le monde est divisé en gros en deux. Il y a un océan qui sépare deux gros continents. Alors l'océan il est gigantesque, il se traverse pas facilement en bateau. Au nord-ouest on a plutôt un monde inspiré du Moyen-Âge. Au sud-ouest les paysages et l'architecture c'est plutôt quelque chose qui s'inspirait de l'Orient. Et à l'est c'est l'Asie, grosso modo. L'histoire va se dérouler sur les deux continents. Au nord-ouest, en fait, depuis presque 1000 ans, il y a une maison royale qui va gouverner, donc c'est une grosse île qui est très puissante, et la reine, qui s'appelle Sabran, elle est réticente à se marier, elle veut pas, et donc le problème c'est que si elle se marie pas, elle peut pas donner d'héritière, puisque c'est pas un royaume, c'est un regnum. Et le problème, c'est que y a des assassins qui veulent tout le temps essayer de la tuer, on verra pourquoi juste après. Et sur cette île, on suit, c'est l'un des personnages principaux, on suit Ehad, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas qui est une servante de la reine, qui en gros n'est pas une servante, c'est une magicienne qui protège la reine, elle fait partie du prieuré de l'Oranger, et sa mission donc c'est de protéger la famille, en tout cas le fait que, pour être sûr que la reine, elle donne un héritier. Ouh, c'était compliqué. Mais pourquoi faut qu'elle donne absolument un héritier? Bon, déjà pour qu'il y ait une autre reine qui puisse gouverner, mais pas que, parce que, vous allez voir, il y a une prophétie, et oui encore, qui dit que tant qu'une femme sera à la tête du royaume, la menace du sans-nom va être repoussée. Donc le sans-nom, c'est un énorme dragon qui gouverne des forces obscures, pas gentilles, qui n'attendent qu'une chose, c'est de dévaster donc, le monde une nouvelle fois. Oui, car ça s'est déjà passé, donc il y a 1000 ans, si vous suivez. Donc oui, ce sans-nom revient, c'est un peu comme Sauron, d'ailleurs ça se finit pareil. Le gars il veut pas mourir. Donc ça c'est ce qui se passe à l'ouest, et à l'est on a le deuxième personnage principal qui est une fille qui rêve de chevaucher les dragons. Et là où s'opposent l'est et l'ouest, c'est que à l'est les dragons sont bien vus, et à l'ouest bof, puisque le sans-nom c'est un dragon, mais à l'est ce sont des dragons d'eau, et au contraire ils sont très très bien vus, voire même presque vénérés je crois. J'ai lu que le tome 1 qui honnêtement se suffit à lui-même, il a vraiment une fin. Pour l'instant je vais pas chercher plus que ça, aller chercher à lire le tome 2, et moi ce que j'ai aimé c'est que c'est vraiment un récit vraiment épique, féministe, avec une très belle histoire d'amour dedans. De mémoire, j'ai préféré suivre l'ouest que l'est, les personnages étaient mieux travaillés à mon sens, et peut-être petit bémol sur la scène d'action de la fin, qui est à mon sens un petit peu rapide. Ensuite, nous allons voir Le Sorceleur. Alors Le Sorceleur, c'est une série polonaise de fantasy qui a été écrite par Sapkowski et qui est inspirée donc de la fantasy moyenâgeuse, mais pas que, elle est enrichie aussi avec des mythes slaves et apparemment un petit peu d'histoire polonaise. Alors la série au début, elle démarre par 2 livres qui sont des nouvelles, et ensuite c'est 4 livres ou 5 où c'est vraiment un roman normal qui suit donc les aventures de Gérald de Rive, un sorceleur. Les sorceleurs en fait ce sont des chasseurs de créatures monstrueuses, et les chasseurs ils vont subir quand ils sont petits une mutation génétique, donc ils ont des iris de chat jaunes. Alors la mutation c'est pas juste ça, parce que c'est juste pas, parce que sinon c'est un petit peu too much de juste avoir l'air un petit peu badass, non ça va un peu plus loin. Les mutations elles confèrent des capacités surnaturelles, ils ont aussi un tout petit peu de magie, et voilà, donc Gérald de Rive il est trop badass. Donc l'intrigue, parce que c'est bien beau, mais l'intrigue donc se développe autour de Gérald de Rive, qui va trouver en fait Ciri, une jeune princesse qui va être elle convoitée un petit peu partout, pour des raisons différentes, et ensemble ils vont évoluer dans un monde qui est en proie à la guerre, et ils vont croiser la route d'autres personnages qui sont tout aussi attachants. Il y a une magicienne capricieuse qui a un charme redoutable, et un troubadour qui est très sympathique et très rigolo. Donc j'ai beaucoup aimé les personnages, l'humour, c'est une série, on comprend pourquoi ça a été adapté plein de fois, aussi bien en série sur Netflix,
Netflix ou je sais plus, ou en jeu vidéo. Alors personnellement je suis pas fan de la série, autant la saison 1 ça va, mais la saison 2 j'ai complètement décroché, ils sont partis dans une direction, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est dommage, en plus je comprends pas, encore c'est qu'une adaptation pourquoi pas, mais là pour le coup ils ont vraiment parti sur un délire propre à eux. Et quand on a des livres qui ont bien marché, je comprends pas pourquoi on part sur quelque chose qui est complètement farfelu. Bon bref, c'est un autre débat, mais en tout cas il y a un jeu vidéo qui est bien mieux que la série. Et la fin du jeu vidéo, j'ai préféré la fin du jeu vidéo, donc qui s'appelle The Witcher, là The Witcher 3, je trouvais que la fin était meilleure que le roman. Et oui, comme quoi les adaptations parfois peuvent être meilleures, en tout cas de mon point de vue. Je sens que ça va se battre dans les commentaires. Ensuite, j'avais envie de vous présenter Notre-Dame-des-Loups. Bon, là, j'ai un petit peu triché. C'est pas vraiment de la fantasy, je dirais que c'est plus du fantastique, mais c'est un one-shot qui vaut la peine d'être lu et d'être découvert. Ça se passe en Amérique du Nord, à la deuxième moitié du 19e siècle, et on suit un groupe de chasseurs. Il y a un postillon qui vient de partir, heureusement que vous l'avez pas vu. Donc, on suit un groupe de chasseurs de loups-garous, les veneurs, et ils forment une troupe qui part braver le froid pour débusquer donc des loups-garous, logique. Et en particulier la chef des loups-garous qui s'appelle donc Notre-Dame-des-Loups. La chasse va s'avérer très dangereuse, même un petit peu mortelle pour certains, et chaque chapitre, l'avantage, c'est l'originalité de ce livre. Chaque chapitre est centré sur l'un des membres du clan, et c'est écrit à chaque fois la première personne, donc on a le point de vue d'une personne différente du clan. Enfin, du clan des loups-garous, des chasseurs de loups-garous, pardon. Mais c'est pas la seule originalité, en tout cas il y a une petite originalité à la fin, que je vais pas vous dire forcément, mais il faut le lire. Voilà, vous êtes obligé de le lire maintenant pour savoir. On arrive au numéro 4, je crois, L'Empire du Vampire de Jay Kristoff. Alors, dans l'Empire du Vampire, ça fait plusieurs décennies que le jour a rendu son dernier souffle. Il n'y a plus de jour, c'est fini. Et les vampires, autant dire que ce sont comme des poissons dans l'eau. C'est le moment, c'est leur moment, ils y vont et ils y sont pas allés de main morte puisque toute l'humanité, ou en tout cas pratiquement toute l'humanité a été rasée. Sauf quelques petits lopins de terre qui subsistent encore et encore. Non, ce ne sont pas des Gaulois, mais en fait grâce à une confrérie qui s'appelle les Saints d'Argent, dont fait partie Gabriel de Léon, qui est le personnage principal de cette histoire. Donc cette confrérie, elle est dévouée aux humains et à l'église et elle va essayer de contrer ces créatures nocturnes. Donc c'est un ordre qui est assez original puisque ses membres sont des sans-mêlés, ils sont mi-humains, mi-vampires, et ils possèdent tous l'un des pouvoirs appartenant aux 4 familles de vampires. Donc on a... non, je sais plus ce que c'est. Attendez, je regarde. Donc on a, je disais, les Divoques, les Chastins, les Voss et les Ilons. Et chaque clan a un pouvoir, certains vont lire dans les pensées, d'autres vont avoir une force d'ours, etc. Et Gabriel, lui, il va avoir... Vous croyez quand même pas que je vais vous le dire, surprise. Et donc au tout début du livre, on comprend que Gabriel, c'est le dernier saint d'argent. Pire, il est même prisonnier des vampires. Et un vampire décide donc de l'interroger. Lui, il dit pour des fins historiques, mais en réalité, on va comprendre qu'il cherche autre chose. Les vampires cherchent le Graal, car le Graal est dangereux pour les vampires. Si les humains mettent la main sur le Graal, eh bien ça pourrait signer la fin des vampires. Donc on a dans ce récit une triple temporalité. On a l'enfance-adolescence de Gabriel, l'âge adulte où on comprend que les vampires ont tous peur de lui, et on sait pas encore pourquoi, on va le comprendre avec la première temporalité, et ensuite le présent où il est en captivité. Donc c'est captivité, captivant, voilà. Je vous le conseille, quel jeu de mots. Numéro 3. Alors je vous avais tanné dans la première vidéo avec Robin Hobb, et ben devinez quoi, elle revient, mais pas pour l'Assassin Royal, mais pour la suite, Les Aventuriers de la Mer. Alors Les Aventuriers de la Mer, c'est une série de romans fantasy écrits par Robin Hobb, et elle se déroule donc dans le même monde forcément que l'Assassin Royal. L'Assassin Royal c'est dans les 6 duchés, et là, ou les 7, voilà, le 6 je crois, et là on est à Terryville, donc c'est plutôt dans le sud. Ouest. On a des personnages qui sont vraiment très différents du premier cycle et on va explorer ici la vie de marchands puisque Terryville c'est vraiment indépendant des 6 duchés et ça se passe chronologiquement donc juste après l'Assassin Royal, après le premier cycle qui correspond au tome 1 à 6. Ensuite vous lisez les Aventuriers de la Mer, décidément, et après vous avez le deuxième cycle de l'Assassin Royal, c'est le tome 7 au tome 13 je crois. Mais bonne nouvelle, Les Aventuriers de la Mer peut se lire indépendamment, vous serez pas perdu. Je connais quelqu'un qui l'a fait, il est vivant, malgré que je lui ai conseillé de lire l'Assassin Royal avant, mais il l'a pas fait. Bref, il est vivant, mais pas pour longtemps. Donc dans Les Aventuriers de la Mer, on suit des familles de marchands, en tout cas
une en particulier, et ces familles de marchands détiennent tous des vives-nefs. Ce sont des navires intelligents qui sont doués d'une certaine sensibilité, ils sont doués de parole et ils peuvent se mouvoir, c'est la figure de proue en fait. Et ce sont des navires qui sont indispensables pour naviguer dans certaines régions, notamment pour aller au désert des pluies. On suit Althea qui fait partie de la famille Vestrict, qui est la cadette et qui doit hériter donc de Vivacia, la vive-nef des Vestrict. Sauf que, au moment de l'héritage, son beau-père, qui est un esclavagiste, et qui s'appelle Kyle, il lui prend sous le nez, et elle l'a très mauvaise. Donc c'est un roman choral écrit à la 3e personne du singulier. Je tiens à le préciser parce que l'Assassin Royal est à la 1re personne du singulier, donc ça change un petit peu. On va suivre ici donc plusieurs personnages, roman choral. Donc Althea, bien sûr, mais on suit aussi Kenneth, un pirate, il y a Yémin, le neveu d'Althea, un moine qui se retrouve embarqué de force par son père comme marin. Moi personnellement Yémin j'ai moins accroché, mais bon pourquoi pas. Ça c'est bon, petit avis personnel. Ah, elle était toujours moins quoi, c'était... Bon bref, c'est le seul personnage que j'ai moins aimé. On a aussi Brachen qui vient d'une famille de commerçants mais qui a été déshéritée. Il y a Malta, la nièce, une petite peste mais absolument géniale. Voilà. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas je vous recommande Les Aventuriers de la Mer. C'est 9 tomes, c'est vrai que c'est un peu long, mais je me suis moi personnellement fait emporter par le flot d'intrigues, de révélations, et Robin Hobb est trop forte comme d'habitude. Comme dans l'Assassin Royal, on ne sait jamais où elle va nous emmener, et quand vous pensez avoir tout compris, bah non. Et à écrire, ça devait être vraiment titanesque. Hein. Il y a tellement d'intrigues secondaires qui convergent bien sûr à la fin, et on se dit chapeau. Numéro 2, Les Poisons de Catarse. Alors là, attention, gros coup de cœur pour ce roman. Donc c'est un one-shot, c'est écrit par une Française, Audrey Alouette. Donc à Catarse, qui est une ville-prison, les crimes et les assassinats, en fait c'est normal, ça fait partie du quotidien. Donc ça crée plutôt une atmosphère un peu sanglante dans les rues, et Tenya, qui dirige donc cette ville-prison, pour elle c'est ok. Et elle encourage même le meurtre. Et c'est un peu bizarre, vous allez dire, mais en fait Tenya, elle a un secret. Elle doit maintenir la population de la cité sous un seuil de 100 000 personnes. Pourquoi? C'est pas pour s'amuser, non, parce que ce lourd secret en fait c'est qu'il y a un gros démon sous la cité, et ce gros démon lui a dit au-dessus de 100 000 âmes, je me réveille, et c'est le bordel. Et à côté de ça, il y a d'autres royaumes qui vont essayer pour des raisons qui leur sont propres à mettre fin à cette ville-prison, et ça va contrarier les plans donc de Tenya, et ça va rendre ce but de pas atteindre les 100 000 âmes beaucoup plus compliqué, et c'est assez sympathique. Alors, malgré l'intrigue qui me paraît un peu sombre et inquiétante de premier abord, quand je vous annonce ça, c'est en fait extrêmement drôle. C'est ça qui fait l'originalité de ce livre. La plume et le ton sont géniaux, le registre littéraire qui a été choisi ici, donc l'humour, pour narrer cette histoire, c'est sans appel, ça fait mouche, et c'est vraiment digne d'un Terry Pratchett. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, et je crois qu'à la fin, elle dit qu'elle s'est beaucoup inspirée de ses lectures de Terry Pratchett quand elle était jeune, et ça se voit, et c'est super. Et le numéro 1, on finit sur un autre méga coup de cœur, je sais pas pourquoi je me mets à danser, eh bien on va parler des sœurs Carmine. Et on finit encore sur une histoire où l'humour est aussi très présente, et c'est marrant parce que aussi on est dans une ville où le meurtre c'est ok. Et c'est écrit aussi par un français, Ariel Holz, donc c'est chez Memos, et les sœurs Carmine ça raconte, comme son titre l'indique, les aventures de 3 sœurs au sein de Grisaille. Donc c'est une ville où le meurtre, donc comme tout à l'heure, où le meurtre est quelque chose de tout à fait banal. Donc dans le premier tome, l'aventure est centrée sur la cadette, Mériver, qui est une monte en l'air, c'est une voleuse, et lors d'une mission qui tourne très mal, comme d'habitude avec Mériver, elle se retrouve ici impliquée dans un énorme complot, et elle et sa famille vont être en danger. La plume est vraiment très jolie, et l'auteur a créé des personnages au caractère vraiment très différents, mais ils sont tous aussi attachants. J'ai un gros coup de cœur personnel pour le tome 2 qui est centré sur l'aînée, Tristabel, qui est une fille prétentieuse, égoïste et d'un snob en plus, et c'est vraiment super. Et donc le dernier tome, ça va suivre la petite dernière, Dolorine, qui parle aux fantômes et qui possède donc une poupée démoniaque que seule elle entend et qui la pousse à faire des choses complètement saugrenues. À côté de ça, on en apprend aussi un peu plus sur cette ville qui est dirigée par 8 grosses familles, et on comprend que ces 3 sœurs qui possèdent une mère, on n'en sait pas trop au tome 1, mais on en saura un peu plus après, mais qui est une courtisane, qui en gros, chaque fille a un père différent, et on comprend que chaque fille est issue d'une des familles d'une des différentes familles. Voilà, donc c'est très chouette, c'est très bien trouvé, et je vous recommande les sœurs Carmine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas dans la description, si vous voulez, donc
optimiser l'envoi de votre manuscrit aux éditeurs. Toute la méthodologie est gratuite et elle est juste en dessous. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine donc pour une nouvelle. À très vite. Salut, ciao ciao.